Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau focus consacré à l'essentiel de l'actualité nationale, mais aussi internationale. On commence tout de suite par ce conseil politique de la rentrée, un conseil des ministres sous le signe de la détermination. La suite dans cette séquence. Cette rentrée politique s'est annoncée cruciale à plus d'un titre. Les enjeux ont été multiples. Redynamisation de l'économie nationale, renforcement des infrastructures, modernisation des secteurs clés comme l'énergie et les télécommunications, sans oublier les questions sociales qui continuent de préoccuper les citoyens. Une feuille de route claire que le gouvernement ne cache pas son ambition de placer Djibouti sur une trajectoire ascendante tant au niveau régional qu'international. Le Conseil des ministres a débuté par une revue exhaustive des dossiers en cours, mettant en lumière l'urgence de certaines réformes sur le plan économique. Les discussions ont été centrées sur la nécessité d'accélérer les grands projets d'infrastructures, véritables moteurs de l'économie nationale. Le renforcement des ports, par exemple, est perçu comme une priorité stratégique, non seulement pour stimuler les échanges commerciaux, mais aussi pour renforcer la position géopolitique du pays. Le secteur de l'énergie n'a pas été en reste, avec des discussions autour des nouvelles initiatives visant à diversifier les sources d'énergie, notamment à travers l'exploitation des énergies renouvelables. La question sociale a également retenu l'attention. Le gouvernement entend intensifier ses efforts pour réduire les inégalités et améliorer le bien-être de la population. La révision des politiques d'éducation, de santé ainsi que la mise en œuvre des programmes d'autonomisation des jeunes et des femmes ont été identifiés comme des axes prioritaires. Le Conseil a insisté sur l'importance de former un main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux exigences des marchés du travail et de soutenir la dynamique de développement en cours. Enfin, la diplomatie n'a pas été en reste. Djibouti, du fait de sa position stratégique, continue de jouer un rôle clé sur la scène internationale. Le gouvernement a retiré son engagement en faveur du multilatéralisme, de la coopération régionale, en particulier au sein de l'IGAD. Des discussions ont également eu lieu sur la participation de Djibouti à divers forums internationaux à venir où le pays compte bien faire entendre sa voix. Il convient de rappeler que cette rentrée politique s'inscrit sous le signe de la détermination et de l'engagement. Les défis sont nombreux, mais le gouvernement djiboutien semble prêt à les relever. Fort de sa vision claire et de sa volonté d'agir, une chose est sûre, Djibouti avance et ne compte pas se laisser freiner par des aléas du moment. La route est tracée et l'avenir semble prometteur pour ce petit pays de la Corne d'Afrique qui ne cesse de surprendre par sa résilience et son ambition. Et ce réquisitoire du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parlant donc de l'élan de Djibouti vers un nouvel horizon. Explication. Le discours du président est résumé comme un appel vibrant à l'unité et à la résilience, une invitation à naviguer dans les rouages de la mondialisation et de la digitalisation des bouleversements géopolitiques. Il a souligné que le monde, dans son versance constante, ne permet aucun répit et que Djibouti, conscient de sa position stratégique, ne pouvait se permettre de fléchir chaque décision, chaque initiative. Ce devrait être un pas de plus vers la consolidation de son rôle sur la scène internationale. En effet, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé que la ratification récente du traité modifiant les statuts de l'IGAD incarnait la volonté de Djibouti de jouer un rôle central dans la stabilité régionale, en promouvant une coopération renforcée face aux défis communs que sont la sécheresse, les conflits et le terrorisme. Il a affirmé que cette démarche était une illustration de l'engagement du pays à ne pas subir les aléas du monde, mais à en devenir un acteur clé. Toujours sur le plan international, il a mentionné que le nouveau traité de défense, fruit de 2 années de négociations, constituait un autre jalon dans cette quête d'influence et de sécurité. Djibouti entendait se positionner non seulement comme un partenaire fiable, mais aussi comme voix incontournable dans les discussions sur la stabilité régionale en Afrique. Le forum de la coopération Chine-Afrique, le sommet de l'avenir, serait entre autres scène où le pays porterait haut ses aspirations pour un nouvel ordre mondial plus équilibré et représentatif des nations du Sud. Par ailleurs, le président n'a pas non plus négligé les ambitions internes. Il a appelé que l'économie djiboutienne, bien que confrontée aux turbulences mondiales, avait renouvelé avec la croissance. Une croissance dynamique, nourrie par des secteurs porteurs tels que les télécommunications, l'énergie et les projets d'infrastructures majeurs. Cependant, il a insisté sur le fait que le développement durable restait l'objectif ultime, que cela passait par la diversification économique, l'investissement dans le numérique et surtout l'éducation
Il a affirmé que former une jeunesse compétente, armée pour les défis de demain était la clé pour transformer ses ambitions en réalité tangible. Le président de la République n'a pas oublié l'importance du capital humain qu'il a qualifié de véritable pilier de toute nation. Il a souligné que la réduction des inégalités, la lutte contre la discrimination et l'autonomisation des femmes constituaient autant des priorités qui s'inscrivent dans une vision d'une société plus juste et inclusive. Il a réaffirmé l'importance de préserver l'identité nationale face aux assauts de la globalisation. La Semaine nationale du patrimoine et la mise en œuvre des archives publiques ne devaient pas être perçues comme des simples événements culturels, mais comme des actes symboliques forts visant à renforcer le sentiment d'appartenance et à garantir que la mémoire collective de Djibouti reste vivante pour les générations futures. Sur une note de fin, cette rentrée politique n'a pas été une simple reprise des activités gouvernementales. Elle a constitué une réaffirmation de la détermination de Djibouti à se tenir debout, fier et ambitieux, prêt à saisir les opportunités d'un monde en transformation tout en restant fidèle à ses valeurs et à son identité. Et c'est le lancement de cet atelier stratégique portant donc vers une réforme profonde de l'administration financière. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. Ce fut un rendez-vous qui se voulait comme un pilier central dans la réforme de l'administration financière djiboutienne visant à renforcer les capacités nationales en matière de production, d'analyse et d'utilisation des données financières publiques. L'importance de cet atelier ne se mesure pas seulement à la diversité des thèmes abordés, mais surtout à la qualité des participants. Au cœur de cette initiative, des thématiques cruciales sont mises en avant, telles que l'amélioration de la collecte de données, l'harmonisation des méthodologies, la diffusion des statistiques des finances publiques. Ces éléments sont essentiels pour assurer une gestion plus transparente et efficiente des ressources de l'État, pierre angulaire d'une réforme ambitieuse de l'administration. En renforçant les capacités de ces cadres administratifs à manipuler des données financières précises et fiables, le ministère du Budget jette les bases d'une administration moderne et réactive capable de répondre aux exigences d'une gouvernance économique de plus en plus complexe. L'ambition affichée par cet atelier était claire, doter Djibouti d'une administration financière exemplaire capable non seulement de collecter et analyser les données avec précision, mais aussi de les utiliser de manière stratégique pour orienter les politiques publiques. Cette réforme qui passe par une meilleure coordination entre les différents services administratifs essentiels pour garantir une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, condition sine qua non du développement économique du pays. Le lancement de cet atelier marque donc un tournant dans la réforme de l'administration financière où chaque cadre présent est appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de cette vision stratégique. Et nous allons parler cette fois de la rentrée scolaire qui s'annonce à grands pas. Et à cet effet, le grand corps de l'éducation se prépare pour un nouveau départ. Explication. À l'aube de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pose les jalons d'une nouvelle ère pour le système éducatif djiboutien au cœur de cette dynamique, initiative d'envergure. Un stage de formation préliminaire destiné aux chefs d'établissement scolaire, à leurs adjoints et à l'ensemble du grand corps de l'éducation. Organisée au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, cette session revêt une importance capitale tant pour les objectifs de développement professionnel des cadres éducatifs que pour la mise en œuvre des révisions curriculaires. Cette formation se veut être une réponse proactive aux défis contemporains du secteur éducatif. C'est un exercice de préparation conçu non seulement pour outiller les responsables d'établissement, mais aussi pour insuffler une nouvelle dynamique au sein de chaque école, collège et lycée du pays. Il ne s'agit pas simplement d'une routine administrative, mais bien d'un engagement profond du MENFOP à garantir une rentrée sous le signe de l'excellence. Le ministère témoigne de sa volonté de transformer les établissements scolaires en véritables bastions de l'innovation pédagogique. Ce défi pour l'avenir des milliers d'élèves repose sur une préparation minutieuse. Ceux qui sont en première ligne, les chefs d'établissement et leurs adjoints. Ces derniers, au terme de cette formation, seront non seulement armés pour intégrer les nouvelles directives pédagogiques, mais également pour piloter leur institution avec une efficacité renouvelée. Dans l'actualité internationale, nous allons tout d'abord parler de commerce. L'Organisation mondiale du commerce parle des Comores qui hissent les voiles du commerce mondial. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. Après 17 ans de négociations, l'archipel des Comores a officiellement rejoint l'Organisation mondiale du commerce, marquant ainsi une étape d'importance dans son intégration économique internationale. L'adhésion des Comores avait été approuvée par les membres de l'OMC en février dernier, mais c'est seulement cette semaine que le pays est devenu membre à part entière. Cependant, le schéma vers une pleine intégration reste parsemé de défis.
incite son nouveau statut de respecter ses engagements. L'une des conditions imposées est notamment l'élimination des subventions, l'exploitation agricole, un secteur qui demeure le pilier de l'économie comorienne. L'adhésion de l'OMC est le fruit d'un long processus de négociations multilatérales où chaque membre doit donner son accord, assurant ainsi que ses préoccupations individuelles ont été prises en compte. Les principaux partenaires commerciaux des Comores sont actuellement l'Union européenne et les Émirats arabes unis. Cette adhésion intervient dans un contexte où les 22 autres gouvernements, dont 8 pays africains, négocient encore leur entrée à l'OMC, l'organisation qui supervise le système mondial des règles commerciales, compte désormais 165 membres. Et ce déluge climatique qui s'annonce, Antonio Guterres sonne également la sonnette d'alarme. De quoi est-il question? La suite avec Samater Saïd. Dans les eaux cristallines de Tonga, perle au Pacifique, Antonio Guterres a lancé un appel vibrant, un SOS mondial qui résonne comme le chant désespéré d'une baleine à bosse. Le secrétaire général de l'ONU, tel un moderne Cassandre, prophétisé la submersion des paradis insulaires, si chers à nos imaginaires collectifs, face à la montée inexorable des eaux. Guterres exhorte les puissants de ce monde à se réveiller à leur léthargie climatique. Il peint un tableau apocalyptique où Los Angeles, Mumbai, Lagos, Shanghai, ces mégalopoles côtières grouillantes de vie, pourraient bientôt rejoindre l'Atlantide dans les abysses de nos mémoires. Le secrétaire général des Nations Unies, au verbe incisif, dénonce une crise entièrement provoquée par l'humanité, fustigeant notre hubris collective. Il met en garde si nous persistons dans notre folie carbone, c'est vers un réchauffement de 3 degrés Celsius que nous voguons tel un navire ivre sur une mer déchaînée. Les nations insulaires, sentinelles avancées de notre planète bleue, sont en première ligne face à cette menace liquide. Leurs terres, bases, leur population côtière, leurs infrastructures vulnérables, autant de victimes potentielles de nos indifférences climatiques. Guterres a appelé à une révolution verte, réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, abandon rapide et équitable des énergies fossiles, investissement massif dans l'adaptation climatique. Et cette étude scientifique de 2070, eh bien, les humains et les animaux partageront davantage d'espace. De quoi est-il question? La réponse dans ce commentaire. C'était il y a quelques jours, des chercheurs ont prédit que d'ici 2110, plus de la moitié des terres du globe connaîtront une augmentation entre les habitats humains et ceux de la faune sauvage, toucherait particulièrement l'Afrique et l'Amérique du Sud, avec respectivement 110%, 106% de leurs terres affectées. L'Europe, en revanche, pourrait voir une diminution de ses chevauchements sur 21% de son territoire. Cette cohabitation croissante entre humains et animaux soulève des défis importants, notamment en termes de conflits homme-faune et des risques sanitaires. Cependant, elle peut aussi offrir des opportunités comme l'amélioration de la lutte naturelle contre les ravageurs ou les bienfaits de l'observation de la nature sur la santé mentale. Face à ces enjeux, les auteurs de l'étude soulignent l'urgence de mettre en place des stratégies de gestion efficaces pour favoriser une coexistence harmonieuse. Ils appellent à des recherches plus approfondies au niveau local pour mieux comprendre les implications de cette révolution. Les décideurs politiques sont invités à s'appuyer sur ces projections pour orienter leurs efforts de conservation, notamment en matière de planification, des corridors écologiques, d'identification des zones refuges pour les espèces menacées. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.